Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Donc, autour de la table, Bénédicte Thilloy. Salut Bénédicte, entrepreneuse, deux boîtes, 10h32 et Ask for the Moon. Et puis, tu as dirigé Transilien, tu as été cadre dirigeante à la SNCF. On va parler ensemble un petit peu de la façon... Et je me demandais, quand tu vois revenir là, tu vois, tu allumes la radio, tu lis le journal, préavis de grève et tout, et tu te dis... C'est les deux à la fois. C'est plus pour moi. Je respire. respire. C'est un peu les deux à la fois. T'as une petite nostalgie de Pas de ces la moments-là? nostalgie, mais j'ai de la proximité et de la solidarité avec les gens qui s'en occupent. Ça, c'est sûr. Et Bon, du coup, tu vas nous raconter justement comment est-ce qu'on gère ces choses-là. Émeric Préaubert, salut Émeric. Bonjour. Fondateur Sycomore Asset Management, et Jean-Charles Simon. Salut Jean-Charles, économiste et patron notamment de Statian, la statistique économique. Alors Jean-Charles, je le dis assez régulièrement quand il vient, c'est le maître étalon du libéralisme. Si vous êtes plus libéral que Jean-Charles, vous avez un problème. Enfin, il faut consulter. Et Jean-Charles est pour la nationalisation des mutuelles. Donc ça, il va falloir qu'on parle ensemble de la grande sécu. On va essayer de ne pas y passer une heure, mais ça m'a sidéré quand j'ai vu notamment, allez voir sur Twitter, parce que c'est presque un combat que tu mènes maintenant. Donc on va raconter tout ça. Tiens, est-ce qu'on peut commencer mais parce que si on commence pas avec ça, je vais oublier après d'en parler. Or, c'est le truc qui me fascine. L'histoire autour de Mt. Gox, je ne sais pas si tu as vu ça, Jean-Charles. Donc, je vous la fais très courte. Mt. Gox, première plateforme un peu significative de Bitcoin, c'était au Japon. Et Mt. Gox se fait siphonner ses Bitcoins, en fait. En février 2014, 24 000 utilisateurs qui ont tout perdu. Il y en a pour 350 millions d'euros. Donc, on est en 2014. 8 ans après, ne me demandez pas comment. Le Français d'ailleurs qui dirigeait Mt. Gox, il s'appelle Marc Karpelles, découvre ce qu'il appelle un portefeuille froid, c'est-à-dire au sein de toute son architecture, il y avait en fait un portefeuille de Bitcoin qui n'était pas relié au réseau, qui n'était pas relié au reste de l'entreprise et sur lequel il reste 200 000 Bitcoins. Il y en a pour 8 milliards d'euros. Et donc, ces utilisateurs qui se croyaient ruinés, 8 ans après, vont se partager 8 milliards d'euros. Et Marc Karpelles, d'ailleurs, il dit, moi, je ne prends rien, je n'ai droit à rien, je suis ravi, ils ont retrouvé leur pognon. Ce qui me fascine, et c'est à l'investisseur que je veux poser la question, et puis toi aussi, à la limite, Jean-Charles, personne n'aurait gardé ces bitcoins pendant 8 ans. Probablement pas. C'est ça le truc. Donc cette histoire fait, mais vraiment la fortune de ces utilisateurs qui auraient sans doute vendu des bitcoins qui à l'époque valaient $500. 500 $, voilà, et qui vaut 60 000 $ aujourd'hui. Ça fait réfléchir. Et je te disais, Émeric, il faudrait en fait qu'on nous empêche de toucher à nos investissements pendant 10 ans. Absolument. Je crois que si on peut tirer une leçon de cette anecdote, qui est une très bonne nouvelle pour les 24 000. Alors pas tous, d'ailleurs, parce qu'il faut prouver que vous aviez du pognon dedans, donc il y en a qui malheureusement ne retrouveront jamais rien. Et effectivement, si on peut tirer une leçon de cette histoire, c'est que je pense que dans toute classe d'actifs, en particulier les actions, il faut garder les positions, il faut s'extraire du bruit boursier court terme. Et à très long terme, on trouve toujours que c'est trop cher tout de suite. Et je te disais en introduction, il y a 10 ans, pour les 10 ans de Sycomore, j'ai demandé à chaque membre de l'équipe de gestion de dresser une liste de 10 actions pour les 10 prochaines années. Et ces actions ont fait des parcours absolument incroyables. Et la question que j'ai posée à l'époque, je ne devrais pas dire ça en public, mais bon, je vais quand même le dire. C'est Bismarck. La plupart des 10 actions étaient dans les fonds, parce que j'ai dit, mais certaines ne l'étaient pas. Alors je dis, pourquoi elles n'y sont pas? Mais c'est que c'est un petit peu cher à court terme, cette action. Et en réalité, 10 ans plus tard, les parcours sont énormes. Alors, peut-être pas autant que le Bitcoin, mais la leçon mais parce qu'en même temps, vos clients, ils vous demandent aussi des performances annuelles. Vous êtes sans arrêt benchmarké avec la concurrence. Absolument. Donc c'est là où il y a une contradiction profonde. On pourrait avoir un très long débat, parce que déjà, les résultats trimestriels, c'est beaucoup trop souvent. On ne juge pas une entreprise sur ses résultats trimestriels. Bien sûr. Alors déjà, 2 fois par an, une information complète, ça suffirait largement. Je veux dire quelque chose qui ne va pas plaire aux brokers, mais si la bourse, au lieu d'être ouverte tous les jours, était ouverte une fois par trimestre,
Je trouverais ça formidable. On aurait le temps d'analyser tranquillement les publications. Ouais, c'est génial. Et effectivement, nous ne sommes pas jugés sur, je parle même pas de 10 ans, mais 5 ans, mais beaucoup moins que ça. Et donc, il y a des comportements, même si on essaye de s'en extraire, qui sont trop court-termistes. Ouais. Et pourquoi ? Parce que nos clients eux-mêmes sont jugés sur des périodes plus courtes, malheureusement. Bénédicte. Oui, et en même temps, il y a des gens dont le sujet est de très long terme. Et c'est très difficile pour eux d'intéresser le collectif. Tout à fait. Quand on travaille, par exemple, je voyais hier une jeune femme qui travaille sur le Grand Paris Express. Je me souviens des débuts du Grand Paris. On était sur des horizons de temps de 10 ans, 15 ans, qui sont des horizons de temps courts pour les infrastructures. Mais c'était très compliqué, en fait, d'intéresser de manière pragmatique les gens parce que ça leur paraissait si loin. Bénédicte, on avait parlé ensemble, De la gare de sans Clamart. doute il y a 10 ans, de la gare de Clamart et du défi dingue de la gare de Clamart. Et de fait, elle va sortir elle est sortie de terre. Le chantier a été titanesque. Le tunnel est sorti de bout en bout sur la totalité de la ligne. Et c'était il n'y a pas si longtemps. Non. Mais c'est quand même du long terme. Ouais. C'est plus long que le temps qu'il a fallu à ces bitcoins pour devenir un trésor de guerre. Tu as raison. Ouais, c'est passionnant. Jean-Charles. Absolument. Moi, j'ai eu 2 vies financières, marché financier. Une, j'étais trader de produits dérivés, c'est ma première activité. Donc là, j'étais évidemment à opérer tous les jours, même toutes les minutes quasiment, sur certaines activités, à faire des arbitrages. Et c'était une activité qui avait sa rémunération. Et le trading pour compte propre pouvait être très rémunérateur à l'époque, dans les années 80, fin des années 90 et début des années 2000. Oui, Et on l'a un peu payé d'ailleurs. Et puis, Collectivement, si alors, tu en fait, veux. le trading pour compte propre sur les marchés actions, objectivement, lui, il a pas posé de problème. C'est pas du tout lui qui a fait la crise de 2008. Mais je ferme la parenthèse. Si, Jean-Charles, c'est Non, le propre c'est pas- trading c'est pas- qui a fait la c'est crise pas de lui. 2008. C'est vraiment les dérivés obligataires et donc propre trading. Oui, ouais, mais c'était surtout parce que le marché immobilier était ce qu'il était et qui permettait cette titrisation. D'accord. Mais je refais un parenthèse parce que sinon on en a pour 1 heure. Et maintenant, je fais modestement, comparé à Sycomore, je fais de l'allocation d'actifs, j'ai TITX, l'ETF patrimoine, et je suis justement dans les préceptes de gens comme ultra célèbres, comme Warren Buffett ou John Bogle sur le thème. Il n'y a rien de mieux. Quasiment historiquement, quand on regarde les choses, que du buy and hold, on achète, on conserve, et Sur 10 ans. Et on ne fait jamais de market timing. On prend la catégorie d'actifs qui nous correspond en fonction de notre appétence au risque, de ce qu'on veut, et on la garde. Et sur les marchés actions, il y a, même sur 40 ans, quand tu regardes les choses, les meilleures performances de portefeuille peuvent être principalement, surtout pour les gens qui n'ont pas accès, parce que quand on voit un accès à des choses comme des hedge funds peuvent faire, ça peut être un petit peu différent. Peut y avoir des arbitrages qui ont de la rationalité. Mais sinon, si le choix, c'est faire du stock picking ou c'est faire de la sélection et arbitrer le temps en fonction de l'un qui surperforme, sous-performe, c'est très souvent perdant. Et c'est bien mieux de prendre, alors là, je ne vais pas nécessairement plaider pour la gestion active, mais de prendre de l'indice et de le garder. Et d'avoir son rendement sur le long terme. Bon, enfin, en tout cas, c'est une sacrée belle histoire. Voilà. Bénédicte, alors, tu dis que tu es en phase avec ceux qui sont en train de... parce que... c'est un enjeu national quand même à chaque fois, quand la pression monte à la SNCF. Et là, on se rend bien compte que, alors c'est pour ça que j'ai appelé ça vers un hiver de grève, point d'interrogation, ce qui va se passer à la SNCF et la sortie de négociation va être évidemment regardé très très près par l'ensemble des entreprises de France. Oui, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles c'est si difficile d'engager des négociations au sein d'une entreprise comme la SNCF, c'est qu'en réalité, les décisions qu'on prend concernent beaucoup plus de monde que les personnes en fait qui sont en grève. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles les organisations syndicales ont autant misé sur des éléments politiques au sein de la SNCF. C'est qu'elles font levier. En fait, elles pratiquent l'allocation stratégique des ressources. Avec peu de moyens, elles les concentrent là où les effets de levier sont les plus importants. Excellent. Bon. Excellent. Et donc, effectivement, quand on entend parler d'un conflit social, on peut être inquiet. Maintenant, j'ai regardé, en fait, puisque je savais qu'on en parlerait aujourd'hui, quels ont été les taux de mobilisation. En fait, ils sont relativement faibles. Mais ils sont toujours relativement faibles. Comme tu dis, c'est de l'allocation de ressources, c'est un effet de levier. Ça a très peu mobilisé au sein de la SNCF. Et ça,
y compris très peu mobilisés sur les personnels qui sont habituellement très fournisseurs de grévistes. Bon. Donc, moi, avec le recul, après, les choses ont peut-être changé depuis que j'en suis partie, ce que j'analyse, c'est que ce n'est pas un conflit qui est annonciateur d'un hiver de grève. C'est un conflit, à mon avis, qui est relativement faible en mobilisation, et sans doute est-il faible en mobilisation parce que l'entreprise a dû donner quelques gages avant que ça ne démarre sur le fait qu'elle était prête à regarder un certain nombre de choses. Ce qui est compliqué, c'est regarder quoi ? Parce que regarder le sujet de la SNCF, c'est le sujet de tous les salariés en France, c'est la question de est-ce que l'inflation va être pérenne, oui ou non, et pendant la période où on dépense beaucoup plus d'argent qu'on en dépensait, est-ce que les rentrées d'argent de chaque foyer vont être à la hauteur ? Donc c'est exactement le sujet des cheminots, comme c'est le sujet de tous les Français. Absolument. Bon. Et donc le risque, c'est d'avoir des mesures générales, en fait, qui embarquent une année, plusieurs années, et qui donnent le ton, alors qu'en fait, il faut répondre ponctuellement aux questions précises de la SNCF pour la SNCF, et que rien pour la SNCF. Et la vérité, c'est que c'est compliqué parce que pendant plusieurs années, je crois que c'est 6 ou 7 ans, il n'y a pas eu d'augmentation générale à la SNCF. Et pour des raisons qui étaient faciles à expliquer, c'était qu'il n'y avait pas d'inflation autour. Et à partir du moment où il y en a, c'est difficile de servir le même argument, puisque de fait, il y a une flambée potentielle des prix, en tout cas qui touche des rémunérations basses. Et ce que j'ai vu sortir, parce que je ne dirai rien qui n'ait pas été public, c'est que on s'est acheminé, me semble-t-il, vers une réponse ponctuelle, c'est-à-dire le fait de donner une sorte de prime de pouvoir d'achat payée à la fin d'année. Et ce qui est très intéressant, c'est que son montant est conditionné à la signature d'un accord. C'est-à-dire, ce qui est compliqué à la SNCF, c'est que les organisations syndicales mettent en place des mouvements de grève, et elles sont très rétives à signer des accords. Et là, les réponses qui ont été apportées, si j'ai bien lu les communiqués qui ont été faits, c'est que si c'est signé, le montant de la prime sera supérieur au montant qu'il sera si ça n'est pas signé. Dit autrement, il n'y a pas 0 prime si ce n'est pas signé, mais le montant est plus important, et donc il y a un enjeu pour les organisations syndicales, et notamment les organisations syndicales contestataires, à mettre leur signature au bas d'un parchemin, lequel parchemin va décider des rémunérations générales de la SNCF pour 2022. Super donc intéressant. je trouve que du point de vue de l'entrée en mêlée, puisqu'il s'agit de ça, et de la manière dont le jeu se déroule, c'est assez bien vu. Après, on verra, parce que on verra comment les organisations syndicales répondront, on verra... Oui, mais c'est intéressant, parce que cette histoire de prime, on la retrouve partout. Là. Il y a une... je ne sais pas, il va falloir trouver un mot, mais tout se règle à coup de prime, en fait. Parce que tout le monde est terrifié à l'idée d'être le premier à mettre le doigt dans la machine qui va emballer le système. Ouais, absolument. Donc, Émeric Je pense que ce qu'on vient d'entendre, effectivement, montre l'immense complexité des négociations salariales et plus largement sociales à la SNCF. Et c'est vrai que pendant 5 ans ou 6 ans, il n'y a pas eu d'augmentation générale. En revanche, il y a eu des primes qui étaient accordées à tous les salariés, donc sans condition de performance, et ces primes ont augmenté. Mais effectivement, c'est extrêmement complexe. Aujourd'hui, on entre dans une nouvelle phase, à mon avis, pour une raison très simple, c'est que pendant des années, il n'y avait pas d'inflation, ou quasiment pas d'inflation, et qu'aujourd'hui, alors je ne vais pas dire... On est à 2,6 sur un an, là. En octobre, c'est 2,6% sur un an, l'inflation. 2,6 sur un an, glissant. En juillet, on était à 1,5. Donc on a une accélération très forte. Alors là, on ne parle pas, sans être trop technique, de la core inflation, on parle de l'inflation globale, donc qui tient compte de l'énergie et de l'alimentaire. Mais je veux dire, l'énergie et l'alimentation, les gens doivent y faire face. Et c'est vrai que pour sortir du sujet SNCF, que je ne connais absolument pas et qui est extrêmement sensible et compliqué, on voit que les entreprises, et ce n'est pas une pression syndicale, augmentent les salaires. Et il y a 2 raisons à cela. La première raison, c'est qu'il y a des tensions dans beaucoup
de secteurs. Alors, on a tous entendu parler des chauffeurs de poids lourds au Royaume-Uni, où là, c'est pas plus 5 ou 6, ça peut être plus 10, plus 15, plus 20%. Mais c'est beaucoup plus large que ça. Je parlais hier avec le patron d'Elis, par exemple. Alors, c'est un exemple. Nettoyage industriel. Exactement, blanchisserie industrielle. C'est quand même un groupe qui a 50 000 salariés en Europe, donc c'est assez important. Et aujourd'hui, les hausses de salaire, pour le début 2022, ça va être entre 1,5 et 3%. Et c'est pas pour faire un cadeau aux syndicats, c'est qu'on est dans un monde aujourd'hui où l'inflation redémarre. D'ailleurs, on pourrait en parler, elle risque de durer plus longtemps, à mon avis, que ce qui est communément admis. Et donc, l'ensemble des entreprises aujourd'hui sont en train d'accorder, de mettre en place des hausses de salaire, mais il y a parallèlement des hausses de prix, parce qu'on est dans un environnement... Mais on le disait sur la tension sur les recrutements, je le disais hier, moi ce chiffre me sidère. Hein. L'UMIH, donc hôtellerie-restauration, va démarrer la négo avec plus 9%. Enfin, toi qui en as mené... c'est un truc de dingue. C'est le démarrage de la négo. Plus 9%. Mais ça, en plus, dans un secteur un peu sinistré, si je ne me trompe pas. Oui, si tu veux, les chiffres de la DARES, mais là, je parle sous le contrôle de Jean-Charles. Alors, il faut attendre parce qu'une partie des restaurants a été fermée. C'est que 20% des travailleurs de l'hôtellerie-restauration n'étaient pas retournés bosser. 20% de ta force de travail qui se barre. Donc, et déjà, tu étais en tension. Donc voilà. Jean-Charles, comment est-ce que tu vois le truc ? Il y a pression sur les salaires. Oui, alors déjà, le moins il y aurait de négociations de branches, et encore pire de visée nationale, c'est-à-dire le moins on parle, ce que je trouve assez regrettable que ça vienne de responsables politiques ou même de responsables patronaux, il ne faut pas parler de hausse de salaire à discuter au niveau de la nation. Ce n'est pas le sujet. Chaque cas d'entreprise doit être vu complètement différemment. Il nous expliquait brillamment la situation de la SNCF. Chaque situation est différente. Et moi, je trouve dommageable qu'on engage la situation de l'hôtellerie-restauration par une négo de branche. Et je crois qu'il y a une 50aine de branches qui discutent en ce moment. Si, c'est légitime, la négo de branche. Bah non, je trouve pas. En fait, moi, je suis un adversaire des branches professionnelles. Même pour hôtellerie-restauration, là où tu te retrouves quand même avec des situations qui sont comparables absolument partout. Chaque situation est différente. Tu as des restaurants qui ont déjà des rémunérations beaucoup plus élevées que d'autres. Toute situation est différente. Les niveaux de départ ne sont pas les mêmes. Les conditions de travail ne sont pas les mêmes. Ce que disait très bien, par exemple, Alain Boer, qui a écrit un bouquin sur le monde de la restauration, sorti récente. Il dit il y a des gens qui, justement, n'ont eu aucun problème à garder leur personnel parce qu'ils les traitent très bien, notamment en termes de temps de repos, parce que c'est une condition vraiment très importante dans ce métier-là. Vous avez des gens qui, bien sûr, oui. Eux, au contraire, abusent, et parfois, d'ailleurs, abusent très au-delà des dispositions légales. Hein. Il y a des gens qui ne les laissent pas du tout, les 2 jours de repos par semaine consécutifs. Donc, on a beaucoup de situations comme ça qui sont totalement différentes. Et j'aime pas la négo de branche, j'ai jamais aimé quand j'étais responsable du MEDEF, parce que c'est pour moi une forme de toise qu'on va faire. Alors, ça va satisfaire des gens, mais pas assez à des endroits où ça aurait dû être plus, et ça va être des coûts assez inattendus et parfois pénibles dans des endroits où, au contraire, et tu crois pas les marges sont faibles. Parce qu'on est sur des petites entreprises quand même, hein, très majoritairement dans le secteur. Tu crois pas qu'elles ont besoin d'être encadrées justement sur une négo salariale ? Le patron, même le patron de bistrot de quartier chez qui on va, il connaît super bien cette situation. Moi, j'en parle avec beaucoup d'entre eux. Il y en a qui sont en cata parce qu'ils ont du mal effectivement à trouver du monde. Bah, ça y est, ils ont changé les salaires qu'ils proposent. Ils ont changé les conditions qu'ils proposent. Et donc, je pense qu'en fait, les gens sont très, très habitués à ça. Quand vous discutez avec, pareil, vos artisans dans des domaines comme la coiffure, c'est un domaine un peu comme l'hôtellerie-restauration, qui souffre beaucoup de garder les gens. C'est vrai. Pour plein de raisons. Si on va dans le fond des raisons, je vais dire quelque chose d'absolument horrible, mais on retrouve le système social français. Hein, on retrouve le fait qu'il y a des moments où c'est possible d'arbitrer de manière rationnelle travail, non-travail, alterné avec les dispositions du système social français. Ah bon, bah ça va. Non, je pensais, quand tu dis je vais dire quelque chose d'horrible, je pensais que c'était bien plus horrible. Non, mais c'est politiquement incorrect de dire, mais malgré tout, c'est vrai. Il y a des gens qui vous disent, des tas de patrons qui vont vous raconter ça. On m'a demandé une rupture conventionnelle, j'ai dit, ah bon, mais il y a un truc qui ne va pas. Il dit, non, juste je prends quelques mois de chômage. Et je reviendrai parce que justement, il n'y a aucune tension, aucune difficulté à retrouver un job dans plein de métiers aujourd'hui. La position des responsables politiques. Parce que, alors, il y a 2 choses qui m'intéressent là, où je voulais votre avis. Donc, globalement, ça fait depuis la rentrée, et parfaitement légitimement, qu'on ne parle que de pouvoir d'achat, de difficultés de recrutement, etc. Et pourtant, la gauche est au tapis.
Mais Et moi, ça me surprend. Enfin, voilà, heureusement qu'elle est au tapis. Non, C'est pas à la gauche de porter ces combats-là, c'est un combat de tout le monde. Historiquement, si, c'est la gauche qui porte ces combats-là. En tout cas, je trouve que, moi, je suis d'accord avec Jean-Charles sur le fait qu'il faut éviter les mesures générales, parce qu'on a clairement des populations dont on a vu qu'elles étaient en première ligne et que la rémunération qu'elles obtenaient n'était pas en rapport avec la valeur sociale qu'elles peuvent avoir. Et donc, si on veut corriger ça, il faut surtout avoir le droit de corriger dans certains domaines sans embarquer les autres. Parce que sinon, finalement, le risque d'embarquer d'autres populations ou d'autres métiers en négociant avec eux leur interdit en fait d'accéder à des rémunérations plus élevées, si tout se tient. Donc moi, je pense qu'on a intérêt, au contraire, à faire jouer les logiques de marché sur ces questions. Et moi, je suis tout à fait... j'ai pas de café-restaurant, mais si j'étais en charge d'un café-restaurant, mon sujet, ce serait de recruter, et j'essaierais de trouver finalement le contrat de travail le plus intéressant pour eux, y compris d'ailleurs en regardant pas que la rémunération, mais les conditions de travail. Oui, mais je suis sorti de ce métier et j'ai une négociation de branche qui permet d'envoyer un signal très fort. Et que tout le monde va entendre, j'allume la radio, je fais bim, l'hôtellerie-restauration, les salaires augmentent de 12% partout. Bon, tu crées un effet de souffle quand même, il se passe quelque chose. Je crois pas, enfin évidemment, c'est toujours plus attractif que s'il n'y a rien, mais je pense que ce qui compte, c'est la discussion vraiment directe entre l'employeur et le salarié. Et il y a quelque chose qui est très intéressant, et d'ailleurs Bénédicte le disait pour la SNCF, c'est qu'en fait, qui est quand même a priori pas le lieu le plus évident du monde pour ça, c'est qu'en fait il y a très peu aujourd'hui de tensions sociales, de grève. On est sur une situation dans le privé, en tout cas, très claire, où il n'y a pas de mouvement. Et dans le public, on est plutôt dans une période de basse tension, on va dire, par rapport à d'autres périodes. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des moments où on se retrouve avec des tas de protestations massives et des entreprises qui ont des difficultés à éviter la grève. On n'est pas dans des situations... Mais tu l'as documenté, ça parce que... Oui, enfin, absolument. Là, il y a des statistiques sur les jours de grève dans l'économie. On est dans une période de base eau. Donc on n'est pas pour l'instant dans la situation, et je pense pourquoi on n'y est pas, parce que les gens répondent à ça. Moi je connais des gens dans le secteur de service, cette fois on va dire pas du tout les mêmes publics, des cadres, des choses comme ça, ou tout ce que j'ai comme bruit côté Syntec par exemple, c'est que les salaires ils montent. Les salaires d'embauche, parce qu'il y a les difficultés de recrutement, tout aussi les salaires d'embauche ils montent, et les salaires des switchers, les gens qui changent de job, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui se disent c'est le bon moment, parce que justement il y a des offres, on recrute plutôt à tour de bras, et c'est génial, formidable. Moi, pour le coup, j'adore quand les salaires montent. Non, mais d'accord, mais il y a quelque chose qui est assez frappant, c'est que les secteurs dans lesquels les salaires augmentent le plus sont les secteurs quasiment, je simplifie un petit peu, les moins syndiqués, dans lesquels il y a le moins de revendications salariales ou d'organisation de la négo. Parce que le fond du problème, tout le monde est d'accord pour dire qu'on souhaite augmenter les salaires. On avait eu un débat il y a quelques semaines au sujet des enseignants. Et tu disais un petit peu... Ah oui, mais ça c'est mon combat. Moi, ça. Non, mais un petit peu, mais c'était amusant de dire Anne Hidalgo propose de doubler le salaire des enseignants, je suis pour. Mais tout le monde est pour. Mais c'est pas amusant, je te laisse pas dire c'est amusant, c'est mon combat et je le documente. Donc comme Jean-Charles avec la grande sécu. On est donc d'accord. Ouais. Tout le monde est d'accord pour dire que on veut la plus forte augmentation de salaire possible. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut décréter. La seule chose, je pense, que l'on peut créer, là je parle des pouvoirs publics ou de l'organisation de la société en général, c'est de créer des conditions qui permettent de générer de la richesse. Et ensuite, les patrons, quand il y a le plein emploi, quand il y a une économie qui se développe, je connais aucun patron qui développe sa boîte en baissant les salaires. Ça n'existe pas. Et quand justement une économie va bien, elle est en plein emploi, il faut attirer des gens, que ce soit des petits boulots, que ce soit des SS2I, et ça se génère naturellement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de règles du tout. Ça veut dire surtout ça ne veut pas dire que le SMIC ne doit pas être encadré. Je ne veux pas aller dans le... Mais globalement, il faut créer de la richesse. Personne ne doit s'inquiéter de ce qu'il n'y ait pas. Donc je disais, la gauche est par terre, les syndicats restent c'était hier, démoniques. Oui, mais tu vois, ils connaissent un trou d'air depuis Covid et post-Covid. J'ai l'impression qu'ils sont sortis du jeu. En octobre, elle a fait vraiment un pchit complètement. Ils sont sortis du... Voilà, non, mais... Et donc attaquer aussi leur capacité. Voilà, mais donc ma question c'est, s'il y a une tension qui monte, mais Jean-Charles, tu me dis, il n'y en a pas, et s'il n'y a personne pour porter nationalement les revendications, on se retrouve
devant des éruptions de colère qui sont très compliquées à gérer. Voilà un petit peu là où je voulais en venir. Quand même, le mouvement des Gilets jaunes, c'est quelque chose de très intéressant. D'ailleurs, je crois que le patronat l'avait relevé et soulevé. N'a pas débordé dans le secteur privé. Non. Au sens où les gens ne s'adressaient pas aux employeurs de leur job au quotidien. Ils s'adressaient au pouvoir public. Et puis, ils s'adressaient au pouvoir public pour, à mon sens, plein de raisons autres que le pouvoir d'achat. Mais toujours est-il qu'en tout cas, ça n'a pas débordé sur le fait, on fait la grève parce que c'est insupportable. Non, je pense que les gens voient bien que quand il y a des marges, quand ça progresse, l'employeur, il se démène et il essaie de faire en sorte, effectivement, de dire, ça chauffe, je vous en mets plus dans la machine, et c'est très bien comme ça. Et moi, je trouve formidable quand je vois sur LinkedIn, par exemple, tous les employeurs se trémousser devant les jeunes diplômés, et ça, je trouve ça formidable. Ça veut dire qu'on est bien dans le moment où le marché de l'emploi fonctionne super bien, et où, justement, il y a un pouvoir côté salarié, côté offre de travail, et c'est très très bien ainsi. Juste un mot, et puis ensuite on marquera une pause et puis on parlera développement durable et grande sécu. J'aime bien l'histoire de Royal Dutch Shell, donc qui n'est plus Royal Dutch. Donc rapidement, vous avez peut-être vu ça, Shell se barre en fait à Londres, quitte les Pays-Bas, essentiellement pour une raison de taxe sur les dividendes que Mark Rutte, le Premier ministre néerlandais, est obligé en fait de mettre en place, alors qu'il n'avait pas envie de la mettre en place, mais il est dans une situation politique fragile. Et donc Shell s'en va. Unilever l'année dernière avait fait la même chose. Et donc le Singapour sur Tamise, là, le petit paradis fiscal que nous promettait David Cameron, il va peut-être falloir commencer à y faire attention. Aymeric, tu as eu le temps de regarder ça ? Oui, j'ai regardé ça parce que c'est une entreprise emblématique. Alors il y a la version officielle qui est de dire c'est pour simplifier les structures. Bon, on a bien compris. On a compris. Ensuite, il y a la raison qui est quand même plus sérieuse, qui est effectivement les ex, puisqu'il y avait une double cotation, un double siège. Les dividendes versés en Hollande sont assujettis à une fiscalité de 15%. Donc ça crée un déséquilibre, et ça c'est la raison essentielle. Et puis il y a une autre raison, et ça nous mène probablement au sujet suivant, c'est qu'un tribunal de La Haye a imposé, et là en tant que citoyen je trouve que c'est très bien, mais il faut que ça s'impose à tous les acteurs, a imposé des objectifs assez... 45%. Difficile à 45% de réduction des émissions de CO2 pour une compagnie pétrolière, c'est chaud. Et c'est effectivement, c'est très compliqué, c'est probablement trop court. Je ne défends pas l'industrie pétrolière, je dis qu'il faut regarder les choses de manière réaliste. Et donc il y a cet ensemble de raisons qui ont fait que maintenant ça s'appelle Shell, le siège est à Londres, le comité exécutif va à Londres, donc c'est complètement l'inverse du Brexit. Je terminerai juste en disant, les Néerlandais crient, hurlent à la trahison, etc. Ça fait quand même des années que ce pays est à la pointe du combat et de la concurrence fiscale en Europe, propose une fiscalité ultra avantageuse aux très hauts revenus pour justement attirer des sièges sociaux en Hollande. Il y a également un droit du travail qui parfois est un droit des sociétés favorables, donc on ne va pas plaindre les Néerlandais sur ce coup-là. L'alliance Renault-Nissan est immatriculée aux Pays-Bas, ce qui est plus impressionnant. Il y a beaucoup de NV. Non, mais attends, ce qui est beaucoup plus impressionnant, c'est Stellantis. Oui. Parce que là, tu as quand même Peugeot dans Stellantis, et donc tu as quand même un actionnariat d'État. Et l'État lui-même, en fait, a autorisé l'immatriculation de Stellantis aux Pays-Bas, et donc de la défiscalisation. Donc, effectivement, et effectivement, c'est les prix qu'ils croyaient prendre, quoi. Hein, on le voit avec l'arroseur arrosé. Des grands groupes spécialistes des meilleurs schémas fiscaux, comme Uber, par exemple, qui ont... quand vous prenez un Uber, vous êtes facturé par Uber BV aux Pays-Bas. Absolument. Airbus est aux Pays-Bas voilà. aussi. Et donc, on a ce phénomène-là. Moi, ce que ça m'inspire quand même, c'est que quand on fait les débats sur la flat tax, le PFU français, etc., et que les gens disent mais tout ça c'est que des cadeaux, ça sert à rien, etc., l'attractivité ça compte. Ouais. Et qu'on peut avoir effectivement différents arguments. Moi, je pense qu'il n'y a pas que la fiscalité. Je ne suis pas un monomaniaque de la fiscalité. Il n'y a pas que... Il ne faut pas s'aligner sur le plus bas pour tout, parce qu'il y a d'autres choses, les infrastructures, plein de trucs, ok. Mais ça compte. Et en attractivité, ça compte. Et donc, on ne peut pas se permettre d'avoir des fiscalités sur les dividendes comme celles qu'on a eues dans le quinquennat précédent, qui ont fait d'ailleurs chuter les dividendes et fait en sorte qu'on ait eu un vrai effet d'affaire de baisse de recettes fiscales. Donc, on doit être raisonnable. Je ne dis pas qu'il faut être le mieux disant, parce qu'il y a des choses qui sont tout à fait
compétitif sans être le mieux disant, mais il faut y faire très attention. Et donc, on ne peut pas balayer d'un revers de main l'idée qu'il n'y a aucun problème d'attractivité des sièges, des richesses entre les pays qui sont même dans l'Union européenne. Typiquement un sujet, alors ça peut faire un petit peu vœu pieux, mais un sujet qui doit être traité au niveau supranational pour qu'il y ait un consensus. On n'y est pas aujourd'hui. D'une fiscalité minimum, on pourrait parler des taxes sur les transactions financières. Tous ces sujets sont des vrais sujets et on ne peut pas avoir raison tout seul. Il faut qu'il y ait une coopération idéalement, enfin déjà européenne, idéalement mondiale, mais bon là c'est quasiment impossible. Mais en tout cas, c'est quelque chose vers lequel on doit tendre. Bénédicte. Moi, je ne suis pas compétente pour vous êtes bien plus compétent que moi sur les sujets fiscaux. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est le fait qu'ils aient été condamnés par le tribunal du pays, des Pays-Bas sur les questions climatiques. Et je me suis dit que si c'était la raison pour laquelle ils bougeaient... Je suis pas sûr. Parce que visiblement, la plainte continue, quoi. Oui, bon, voilà. Mais en tout cas... ce que je vais dire est terrible, hein, mais pardon pour la punchline, mais je me disais que ça faisait des entreprises des réfugiés climatiques à l'envers. Et je trouve que c'est intéressant de voir c'est intéressant de voir qu'à cette échelle-là, on est capable d'avoir des effets de cette nature-là. C'est-à-dire qu'on est rentré, j'anticipe sur le débat qu'on va avoir sur la COP26, mais si on est rentré dans un monde où ces questions-là ont un impact sur l'allocation des ressources à ce niveau-là des boîtes, je pense que enfin les sujets sont sur la table. Yes. Et ça, je trouve que c'est intéressant pour cette raison-là. Mais alors, effectivement, c'est une des raisons après, parce que Shell s'est expliqué avec beaucoup de transparence, et notamment ils ont dit que ça va faciliter les rachats d'actions, voilà, et énormément de transparence. Ouais. Ils en ont plus rien à foutre, je pense, en fait, l'histoire. C'est-à-dire, compagnie pétrolière aujourd'hui, si vous n'êtes pas dans la transition que fait Total... c'est fini en matière d'image de marque. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, autant aller chercher les actionnaires qui voudront bien rester. Du côté des Brexiteurs, en tout cas, c'était un des grands arguments. L'argument de Singapour sur Tamis, pour évoquer ce ton-là, il était un des arguments. Et je pense que dans l'industrie financière, on n'est pas au bout de nos surprises en la matière. On marque une pause, on se retrouve dans un instant.